Coco, you ready? Yeah. Okay, drop in 5, 4, 3, 2, 1, drop La it! première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, and there it is. What a course. J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé ad vitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre. Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. That was fun! Vous écoutez Coup de poudre, le podcast qui parle ski par Skieur Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés? Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 7, Fabien Meyerhofer et JP Auclair, une amitié sans frontières. Alright, so my name's JP Auclair. I'm from Cap Rouge, Quebec, where I'm studying industrial design, but right now I'm taking a break so I can ski. That's pretty much it. Was that good? Pour la petite histoire, du coup ça s'articule un peu autour de moi, même si j'aime pas parler de moi. Mais moi j'ai attaqué le ski freestyle à être sponsorisé en 2001 par Salomon. Donc j'avais 17 ans. Et puis de 98, c'était à peu près le moment où j'ai arrêté le ski alpin, à 2001. Je ponçais les vidéos, les cassettes, et j'avais vraiment un rider que je regardais plus que les autres, c'était JP Auclair. Hi everyone, welcome to the show. Today we're going to teach you how to initiate the turn by putting pressure on the front of your ski, and we're also going to teach you Misty Flip 720. Donc le film c'était Degenerate, et c'était pour Boys Productions qu'il avait fait, et puis c'était vraiment le premier gros film de ski, et pour ceux qui connaissent pas, généralement sur un film de ski t'as la première part, c'était la première et la dernière part, c'était les plus grosses parts des riders qui avaient le mieux bossé dans l'hiver, quoi. Et lui, il avait généralement la dernière part. Donc c'était la dernière part dans le Degenerate. Et je la regardais. Je pense que si j'allume la VHS encore aujourd'hui, je pense qu'on peut plus la regarder. C'était poncé, quoi. Donc c'était vraiment le début des 1080 chez Salomon, les skis jaunes, les backflip mute, les 3.6. Et puis il y avait rien d'incroyable. Mais il y avait cette musique à l'époque, c'était plutôt du punk rock, limite du punk hardcore. Et moi, ça me collait plutôt pas mal par rapport à ce que j'écoutais. Je regardais aussi beaucoup Julien Régnier. D'ailleurs, pour l'histoire, en 98, je m'étais quand même levé dans la nuit, parce que c'était à Nagano, pour voir les boss. Et il avait pas fait le podium, il avait fait 11e, mais c'est le premier skieur à avoir fait un 3.6 grabé dans les boss. Donc voilà, je m'étais levé dans la nuit pour voir ça. Mais le problème de Julien, même si c'est un de mes meilleurs amis, c'est qu'il écoute du hip-hop, quoi. Et juste écouter et regarder ses parts avec du hip-hop, moi ça collait pas du tout. Et je préférais le côté rock et punk des Canadiens, par exemple. Et donc du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Julien, je pense via Elina, la photographe, en 2002 ou 2003, ce qui a fait qu'en 2004, je dirais, j'ai pu rencontrer JP. Et en fait, à cette époque, tu vois bien, j'étais un peu le petit bouseux qui arrivait de Saint-Martin-de-Belleville, tu vois, et je me sentais pas trop légitime dans le milieu du freestyle, parce que je venais pas d'un club. À l'époque, il fallait vraiment venir d'un club de ski, de boss par exemple, pour faire du ski freestyle. Donc moi j'étais un peu sur les compètes, il y avait Pierre Guyot aussi, Flo Cuvillier, on était des mecs qui étaient pas en club et qui arrivions sur les compètes de ski freestyle jugés par des gens qui étaient entraîneurs dans les clubs. Donc il y avait 2 clubs forts, c'était la Plagne et la Clusaz, et c'est généralement eux qui trustaient les podiums, hein. Tu vois, les trucs à jury, c'est toujours un peu compliqué. Même avec le recul, je me rends compte que c'était quand même pas très tout net dans ces compètes à cette époque. Mais bon, voilà, c'était une époque. Et surtout que moi je voulais pas du tout, je m'étais rendu compte que c'était comme mettre un dossard en ski alpin, et c'est pour ça que j'avais arrêté le ski alpin. Ça m'intéressait pas plus que ça, et donc du coup j'ai eu la chance de rencontrer Elina. Je lui avais montré sur une petite caméra, un saut qu'on avait fait au Ménuire, et elle avait bien voulu venir shooter. Elle avait été venue avec Julien, donc il avait pas marché ce jour-là, mais c'est ce qui m'avait permis de rencontrer JP en 2004. Voilà. Et en 2004, JP était arrivé, puis c'est un peu comme je sais pas, un footballeur qui rencontrait Neymar, tu vois. Tu sens que c'est pas trop accessible, que toi tu viens de Saint-Martin-de-Belleville, t'as rien à voir avec ça. Et donc du coup, à ce moment-là, 2004, j'ai 20 ans. Ouais. Ça doit être 2004-2005, ouais, j'ai 20 ans, je suis né en 84. C'était beau, hein? Yes. Du coup, au début, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas trop, JP.
soit qui me trouvait pas très drôle, soit qui me trouvait peut-être chiant, je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait un petit froid. Est-ce qu'il avait l'impression que j'étais un peu le groupie de Julien? Je sais pas. Je saurais jamais ça. Mais on est allé pour commencer vraiment à se rencontrer. Donc est-ce que c'est en 2004 ou 2005? J'ai vraiment senti qu'il y avait eu un changement, un déclic. On est allé sur une compète Red Bull qui s'appelait Shape the Nature. On est à Shape the Nature. Red Bull Shape the Nature Field Park. C'était une compète où c'était une petite équipe avec des pelles. On avait quelques jours pour shaper des sauts dans une station de ski. Et puis il fallait filmer derrière et ramener une vidéo de ça, quoi. Et donc du coup on était parti sur cette compète et on s'était retrouvé. Bon, la compète est absolument foirée. JP avait un torticolis, il avait pas pu skier. On faisait que de boire du Red Bull avec JP tous les deux. Je sais pas pourquoi, il y en avait pas en France à ce moment-là, lui je sais pas, puis après du coup on était hyper mal, donc on se buvait peut-être bien nos 10 canettes par jour avec JP, je sais pas pourquoi, faudrait que je me rappelle plus pourquoi on s'était retrouvé à se satelliser au Red Bull avec JP, on avait le petit frigo à côté du lit, je pense que c'était ça, pendant la compète. En plus on avait fait 12 heures de route, j'étais tout seul à la reconduire parce que le caméraman québécois qui était dans ma voiture ne voulait pas conduire sur la neige, enfin c'était un peu à l'arrache à l'époque, vraiment à l'arrache, et on s'était retrouvés, JP et moi à Munich, à la fin de je sais pas si c'était avant l'événement, si on avait fait une pause ou après, parce que on était passé à Munich et on s'était retrouvés tous les deux, et à l'époque, donc ça va être compliqué pour les plus jeunes, il n'y avait pas de GPS. Donc du coup je n'avais pas de GPS dans ma voiture, on avait voulu aller faire un tour dans Munich avec JP et on s'est retrouvés perdus dans Munich à rouler dans les rues passantes, marchantes plutôt, sans voiture, sans faire exprès. Je conduisais, lui il était plié en deux à côté de moi et puis il y a les Allemands qui nous applaudissaient parce qu'on était vraiment complètement à côté de la plaque. Donc j'avais trouvé ça, on avait vraiment passé un moment et j'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Et puis après ça a continué, c'est que JP il a été vraiment surpris par les parts, par ses sponsors, par Armada. Donc du coup il avait pas trop de temps, et j'ai l'impression qu'il avait pas trop de temps pour nous des fois. Il avait beaucoup de temps pour Julien, parce que Julien c'était son meilleur pote, mais ceux qui gravitaient autour c'était pas super tout le temps net. Mais je recevais des mails de temps en temps de lui qui me disait ce qu'il faisait, mais avec des trucs qui avaient rien à voir avec le ski, quoi. Donc je recevais régulièrement des mails, surtout l'été, puis on discutait de choses et d'autres. Et puis en 2005-2006, alors j'essaie de me rappeler quand je me suis fracturé la cheville, je pense que c'est en 2006, il avait vraiment passé une grosse partie de la saison avec nous, à la Plagne, chez Julien, et on avait fabriqué beaucoup de sauts, et on avait beaucoup rigolé, on regardait beaucoup le grand détournement, je sais pas si vous voyez ce truc. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine Alaya ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Donc Le Grand Détournement, c'est un film où ils avaient pris plein d'histoires, plein de personnages dans plein de films différents, et ils en avaient fait un film avec. Donc je sais qu'il y avait les nuls qui avaient fait des voix off, Chabat il avait dû faire des voix là-dessus. Donc si vous voulez chercher Le Grand Détournement sur YouTube, je sais qu'il y est, c'est vraiment un gros truc. Ouais, Hazanavicius, ouais, c'est ça. C'était lui qui était aussi à la base du Grand Détournement. Donc, et il avait d'ailleurs fait 2 petits détournements avant ce film-là, qui sont aussi sur YouTube. Donc c'est Derrick contre Superman. Et l'autre, je sais plus, il y a Bugs Bunny et tout, c'est un détournement où c'est moitié dessin animé, moitié truc. Et on regardait beaucoup Derrick contre Superman, et on avait beaucoup je vais pas le faire au micro, parce que on peut plus dire ce qu'ils disent dans ce court-métrage, mais on faisait que de répéter ça, on était mort de rire avec ça, avec toutes les petites phrases et les punchlines de tout, et on avait vraiment passé un hiver vraiment assez incroyable. Derrick, ou vous êtes un rhétoricien redoutable, ou vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à nous perdre. Rhétoricien de mes couilles, tes enquêtes, elles sont minables. Tu sers d'alibi aux vendeurs de savon et de lessive. Mais moi, j'avais toujours ce truc, me dire, bon, JP, c'est le meilleur pote à Julien, mais bon, voilà, c'était pas plus que ça, c'est un bon pote, mais voilà. Et puis, le temps passant, moi, je me suis fracturé la cheville. Donc, eux, ce qu'ils m'ont permis aussi, voilà. Ce qu'ils m'ont permis de faire, Julien et JP, c'est de filmer avec Poor Boys Productions. Donc, ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que ça coûtait $30 000 pour tes sponsors pour pouvoir être dans les films de Poor Boys par part. Et si ton sponsor payait, t'avais une part en fait. Donc, fallait être bon, bien sûr qu'il sélectionnait par rapport au niveau, mais le sponsor fallait qu'il paye. Et moi, Salomon, j'étais pas du tout une priorité à l'époque. Et c'était JP et Julien, mais ça, pareil, j'ai eu du moment à me rendre compte qu'ils poussaient pour que j'ai des images dans les Poor Boys. Donc, eux, ils avaient fait UP1. Où j'étais pas dedans, c'est le DVD qui était bonus livré avec le film pour Boys, donc il y avait UP1, UP1 2 et UP1 2 1.
UP1 what? Donc UP1, donc on avait filmé là, UP1 c'est pour l'anecdote, JP venait faire le montage d'ailleurs à La Plagne. Donc on passait des nuits à regarder, moi j'étais à côté, on regardait les montages, je regardais Julien qui bossait, lui je donnais mes petites idées, mais c'est eux qui géraient le montage. Et c'était pendant la Coupe du Monde de foot où Zidane il avait mis le coup de boule là. Et moi le foot ça m'intéresse pas du tout. Même si là j'essaye un petit peu pour faire genre, mais je regarde que les matchs de l'équipe de France, tu vois, pour essayer d'être un peu je suis quelque chose, mais j'en ai vraiment rien à taper. Et JP lui voulait voir le match, tu vois. Et on était tous les deux à voir le match. Je crois que Julien il avait même pas regardé. Et je lui disais JP, moi je veux bien regarder la finale contre les Italiens, mais il faut qu'il y ait des tacles au niveau du sternum. Et je faisais que de dire ça à JP. Je fais, faut qu'il y ait des tacles au niveau du sternum, c'est pas intéressant. Jusqu'au moment où Zidane a mis son beau coup de boule dans le sternum de Materazzi. Ouais. Donc et c'est là du coup on a vraiment rigolé sur ça parce que cette action était quand même assez improbable pour que Zidane vienne mettre un coup de boule alors que je faisais que de répéter depuis le début du match. Je veux des tacles au niveau du sternum. Avec Buffon, tiens, on voit Zizou. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Donc voilà, c'est des petites histoires à la con comme ça, qui ont rien à voir avec le ski, mais c'est quand même assez drôle d'y repenser. Et donc du coup on arrive, eux ils m'ont poussé dans Poor Boys, donc j'ai pu filmer pour leur DVD bonus ces 2 années-là, qui géraient Julien et JP. Et après, l'année d'après, j'avais filmé pour Yeah Dude, donc c'était le film principal. Et Salomon n'avait pas payé pour. Donc c'était vraiment Julien et JP qui disaient bon maintenant il est tout le temps avec nous, il filme avec nous, vous mettez des images et puis c'est tout quoi en gros. Et ils étaient assez comme ça. En fait, moi, ils m'ont toujours donné le conseil, tous les deux, c'était de impose-toi, parce que t'es complètement pas dans les codes, tu viens pas d'un club, t'as pas forcément le style que tout le monde a en ski freestyle, et impose-toi, et eux, ils m'ont toujours imposé aussi, quoi. Mais ils marchaient comme ça aussi, tu vois. À un moment donné, ça battait de l'aile, je sais pas si je peux le raconter, si je pense qu'il y a prescription, mais entre Armada et Julien, ça a vraiment été compliqué, alors qu'eux, ils étaient à la base de la marque, et ils voulaient virer Julien. Alors que Julien shapait tous les skis d'Armada et tout. Et JP avait quand même dit à Armada, si vous virez Julien, moi je me casse. Et je trouve que c'est un truc qui était assez incroyable. Bon après, quand il nous racontait le truc, il faisait, ouais, je leur ai dit, s'il te vire Julien, je me casse. Et puis après il m'a dit, je me suis mis dans ma tête, merde, j'en ai dit une, tu vois. Il avait peur du coup qu'il se fasse virer, tu vois. Et puis c'était merde, là je suis peut-être allé un peu loin. Et puis du coup ils avaient gardé Julien 1 ou 2 années de plus derrière ça, et grâce à JP quoi. Mais ça reflète un peu comment ce qu'il avait dans le cœur. C'était vraiment pour le coup quelqu'un d'à part pour ça quoi. Et donc du coup je sais plus pourquoi je suis revenu là, mais on va revenir en 2007 où je me suis cassé la cheville en filmant pour Poor Boys d'ailleurs, ou c'est en 2006, fin 2006, c'est pendant le Yeah Dude en fait. À la fin du tournage de Yeah Dude, j'étais avec Anthony Bornowski et Ben Shetler aux États-Unis, on s'entraînait sur le snowpark, il y avait un peu de vent et je m'étais cassé la cheville. Bon, soit. Et moi, ça a été là où ça a commencé un peu à être compliqué pour moi le ski, parce que les médecins ils me disaient que j'allais jamais pouvoir skier à 100%, qu'il fallait plutôt que je me calme et que je skie tranquille pour pouvoir être moniteur de ski, pour gagner ma vie, quoi. C'est un peu ce qu'ils me racontaient. Et puis voilà, et puis je devenais un peu aigri parce que quand t'as une blessure et que t'arrives pas à passer au-dessus, tu deviens un peu aigri. Et je pense que c'était une période, faut demander à Julien, où j'étais assez chiant. Et c'était les premières années où c'est la première année où il y a eu le line catcher, Red Bull line catcher. Une passe, 12 riders pour une révolution. Bienvenue au Red Bull Line Catcher 2009 à La Plagne. Véritable rencontre du ski freeride et freestyle, un nouveau type de format incarnant l'esprit originel du ski, le backcountry. J'ai été invité quand même, et je revenais de blessure, donc ça faisait 1 an, mais j'avais vraiment mal pour skier. Mais j'avais pas osé dire non, parce que j'avais peur de plus avoir ma place plus tard. Et j'ai skié, mais c'était pathétique, quoi. J'arrivais pas à sauter, j'arrivais pas à faire des virages et tout. Mais il y avait quand même JP, Julien m'engueulait. Et il était hyper dur avec moi, parce que Julien toujours été dur avec moi. C'était un peu le grand frère. Mais c'est grâce à lui que j'ai quand même fait pas mal de trucs, le line catcher, la Swatch Skier Cup qui me poussait aussi. Mais JP, lui, était plutôt dans le sens, il compatissait un peu, il essayait de me faire rire. Donc il y a une histoire assez drôle. On était en haut, on attendait tous les deux les départs. Puis c'est toujours ces compètes où t'attends 15 plombes de prendre le départ, t'as froid, quand c'est à ton tour, t'en as plein le cul, t'as pas envie de la faire la compète en fait, parce que t'as attendu 2 heures au froid et personne attend 2 heures avant de faire un run où potentiellement il va se faire mal quoi. Donc on attendait en haut et puis JP il fait putain j'ai envie de chier quoi. Donc là pas que JP part,
derrière la montagne. Et là, on voit un hélico passer au-dessus. Puis, tu sais, voilà, moi, ça me dit rien. Et puis, on revoit l'hélico repasser derrière. Donc, je sais même pas si c'était pas Dino, là, de Rancho qui est dans l'hélico, pour aller lui demander. Et là, je vois JP revenir, noir de colère. Puis, il me fait, putain, t'as vu les hélicos? Je fais, bah ouais. Il me fait, bah j'étais caché derrière, puis je voyais pas je voyais rien, quoi. J'avais que le paysage. Et là, il y a l'hélico qui s'est mis à monter et qui était pile en face de moi, alors j'étais en train de chier. Et moi, j'éclate de rire. Il me fait, et tu sais pas, la meilleure, c'est que l'hélico part. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais pouvoir finir, il va pas repasser une deuxième fois. Et 1 minute après, l'hélico revient et se remet en face de moi, alors que j'avais pas fini de chier. Et du coup, ouais, on avait beaucoup rigolé autour de ça. Il y avait d'autres histoires de caca, mais je vais pas les raconter là. Et voilà, il avait toujours ce côté-là et vouloir essayer de me faire un peu rire parce que j'arrivais pas à skier, j'étais en train de sombrer un peu dans la déprime, je pense. Et puis après le temps passant, nous on s'est lancé dans Bon Appétit avec Victor. Donc Bon Appétit, ça s'est lancé surtout parce que bah moi je pouvais plus skier à 100%. Je pouvais plus sauter non plus comme je sautais à l'époque où j'étais là pour être dans les meilleurs riders et là j'étais plutôt là pour maintenir mon niveau et c'est pour ça que Bon Appétit s'est créé en fait. C'est que Victor il avait pas de projet, puis on a eu cette idée au Japon avec Nico le caméraman et on a lancé Bon Appétit parce que c'était le début des réseaux sociaux, c'était le début des vidéos sur internet, il y avait plus que le DVD, il y avait aussi ces vidéos en direct sur internet et on a lancé Bon Appétit. Et là, je crois que c'est la 2e année où JP est venu sur un tournage. Donc, il faudrait que je me rappelle plus le nom de l'épisode. C'était un truc avec les anciens, Longue vie aux anciens, ou un truc comme ça. Il y avait Julien aussi. Et vu qu'il s'arrêtait pas de neiger et que JP au pire passait dans le coin, et ben on s'est tous retrouvés à Sainte-Foy. Moi, c'est mon 3e jour de ski cette année. Je pensais que je venais faire du ski avec Jus, libre, tranquille. Et en fait, hier, il m'annonce qu'on shoot avec Bon Appétit. Et nous y voici. Et c'est féerique, et c'est beau, et il y a de la neige, et je crois qu'ils sont pas habitués d'avoir de bonnes conditions quand ils essaient de filmer, donc je les sens un peu tendu, un peu sérieux aujourd'hui. On va quand même arrêter pour le lunch. JP était venu à Sainte-Foy, d'ailleurs c'était la couverture de cette vidéo, qui a été un poster qui avait été repris au high-five et tout. Et où on voyait JP faire un saut écart, et il avait passé la journée avec nous, et puis JP était vraiment surbooké, entre les trucs qu'il faisait pour Armada, les trucs qu'il faisait pour Rockley, les trucs qu'il faisait pour filmer et tout, il avait pas le temps. Et il avait pris quand même ces 2 jours pour venir skier avec nous alors qu'il était rincé, il y avait le jet lag, et il a dit bon bah allez, je vais faire un petit passage dans Bon Appétit. Mais il en avait quand même assez rien à foutre. Et puis c'était assez marrant qu'il nous avait vu galérer, et puis qu'on filmait un épisode toutes les 2 semaines et tout, puis il m'avait dit non mais vous êtes complètement tarés quoi, vous pouvez pas faire ça quoi, vous pouvez pas faire 8 vidéos dans l'hiver et vous allez vous flinguer quoi. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, et ben moi j'ai plus trop vu JP parce qu'en fait on faisait Bon App et eux ils faisaient autre chose et puis voilà. D'ailleurs je reviens sur un truc au Candid Invitational, ce JP était un peu comme ça, il voulait skier avec moi, bon bah moi je le motivais tout le temps, on était au Candid Invitational, il voulait surtout pas sauter sur les gros sauts la journée, mais il y avait la démo le soir, et moi je voulais faire la démo le soir pour me marrer et tout, et je l'avais poussé pour qu'il vienne skier, et il était venu faire, je sais pas combien il avait fait de backflip, peut-être 10-15 backflips là-bas, il voulait pas faire les rails, il faisait que des backflips, et on faisait, moi je prenais les rails, et lui il prenait le saut où je prenais le rail, et puis il faisait un backflip derrière, tu vois, et on a passé la soirée, on avait passé vraiment une super soirée, mais c'était un peu son style quoi, c'était bon ok, allez tu m'as motivé, je viens pour rigoler quoi, alors que lui, aller faire des backflips sur le front de neige à la Clusa pendant le Candid Invitational, c'était quand même pas trop son truc quoi. Mais c'est vrai qu'on avait passé une super soirée là à se marrer à cet événement où il faisait des backflips parce qu'il avait vraiment ce côté décalé où c'était peut-être pas le skieur le plus technique, hyper doué, mais pas le plus technique en freestyle, mais qui arrivait toujours, de toute façon on le voit à travers ses vidéos ce qu'il a pu faire, il avait un côté de l'esthétisme et tout qui faisait que déjà il passait du bon temps sur les skis. Et puis ça se ressentait à l'image, c'était pas forcément le plus technique quoi. Et derrière ça, donc on s'était perdu un peu de vue. Et un jour, je reçois chez moi, donc ça doit être au début de Bon App, un t-shirt de Slayer, le groupe de métal. Et en fait, il m'envoie une lettre, c'était lui, et puis c'était écrit tu vois, c'est à toi que revient le t-shirt Slayer parce que c'est toi qui écoutes le plus de métal, enfin je sais pas, je l'ai à lettre, je l'ai encore avec un monstre, merci Fab, et puis voilà. Et en fait, l'histoire c'était qu'au début je l'ai rencontré, je lui faisais chier, et je faisais chier Julien par rapport aux musiques qu'ils écoutaient des fois, et je disais mais de toute façon il y a que JF Cusson qui a compris,
parce que JF Cusson, je reprends le Skieur Magazine du début du mondial du ski. Il y a une photo où on voit Cusson avec ce t-shirt Slayer. Je disais, il avait un t-shirt Slayer au mondial du ski, c'est lui qui avait tout compris. Et JP m'avait jamais rien dit. Et il m'avait renvoyé ce t-shirt, et en fait, j'avais compris que le t-shirt, il était pas à JF Cusson, il était à JP, en fait. Et Cusson lui avait déjà chouré, et il l'avait récupéré pour me le renvoyer. Donc voilà, l'histoire de ce t-shirt. Donc tu vois, il est toujours chez moi, c'était à moi que revenait le t-shirt de Slayer, quoi. Et ça, c'était pendant les années Bonap et tout, et puis on restait toujours en contact. 3, allez, jeune. 2, 1, allez, enjoy. À toutes. Et je pense que la dernière fois que je l'ai vu, ou qu'on a passé vraiment un moment ensemble, c'était à l'IF3 à Montréal. Nous, on était nominés pour les meilleures web-séries pour Bonap. Donc ça, il faudrait regarder quelle année je sais même plus quelle année c'était. Et lui, il présentait quelque chose et tout. Et on s'est retrouvés, voilà. Vraiment, le dernier souvenir que j'ai de passer avec lui, c'est... on était à la soirée de Sean Petit. C'était une soirée K2. Il y avait des balcons au-dessus d'un groupe de rock qui jouait. Et un gars avait slamé. Il était tombé par terre et s'était brisé la nuque. Ou c'était vraiment pas... Il était pas mort, quoi. Mais il était parti ambulance et tout. Et puis nous, on regardait de ça en haut. Donc il y avait tout le monde, hein. Il y avait tous les athlètes, l'IF3, et on s'était retrouvés que tous les deux là-haut, en train de regarder ça. Il y avait Franck Raymond, un skieur qui était chez Rossignol, qui était un super Québécois, super sympa, qui était avec nous un peu là. On avait fini tous les deux, voilà, à rentrer à l'hôtel à Montréal. Et je pense que c'est la dernière fois que je l'ai vu en vrai, en tout cas, ou peut-être qu'on s'était croisés ici, s'il était venu à l'IF3, mais vraiment le dernier moment que j'ai passé avec lui. Et puis après, il est décédé, donc du coup, c'est il y a 7 ans. Et maintenant que j'ai 37 ans, lui, il avait 37 ans. Je me rends compte que j'avais pas du tout compris tout ça avec JP. Du coup, ça me met l'émotion. Qu'en fait, je vais quand même pas chialer, quoi. J'étais pas... Tu vois, JP connaissait tout le monde. Tous les skieurs, tous les trucs, il y avait plein d'événements. Et en fait, il est toujours avec nous, avec Julien. Et je me rends compte que, en fait, il m'aimait pas pour le ski que je faisais avec lui ou les coups de pelle qu'on pouvait mettre pour faire des sauts, mais on était là plutôt pour l'amitié qu'on avait. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et je m'en rends compte maintenant, aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte cet hiver aussi quand on a fait la vidéo où on a fait des backflip mute avec Clément Picard à Courchevel. Et je m'en veux un peu de m'être pas rendu compte de l'amitié qu'il avait pour moi. Voilà. C'est un peu le regret que j'ai. Parce que voilà, la vie, elle fait que, il s'est tué en montagne et tout. Mais, c'était intéressant de faire ce podcast pour raconter, en fait, que je souhaite à tout le monde d'avoir un mec qui a un cœur comme ça dans sa vie pour arriver à te faire sortir le meilleur de toi-même. Et forcément, c'est pas évident de trouver des gens comme ça. Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skieur Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaylor Pedretti, Johanna de Tessière, le High Five Festival, ainsi que l'Impérial qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un énorme merci à Fabien Mayer-Offer de nous avoir ouvert son cœur pour nous parler de l'amitié qui le liait à JP Auclair dans un récit fort en émotion. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skieur.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glishop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skieur Magazine.